un médecin ici, en réalité, on lui apprend ce qu'il faut faire pour prescrire des ordonnances pour qu'on aille acheter ce qui vient de l'extérieur. Mais la médecine, l'Afrique a excellé en médecine. Prenez les plantes médicinales que nous avons ici. J'ai toujours donné cet exemple. Le Cameroun est le pays au monde qui a les 3/4 des plantes médicinales qui existent dans le monde. Il apprend ça quand il fait sa médecine. Ou le pharmacien ici, il apprend ça. Il n'apprend pas. Il apprend ce qu'on fait là-bas. Et alors, ce qu'il fait là-bas, il faut maintenant les machines qui viennent de là-bas pour que ces machines, on ne les fabrique pas. C'est-à-dire que si on ne base pas la science, c'est-à-dire que le savoir d'un pays, l'héritage scientifique d'un pays, si vous ne basez pas ça pour faire tout le reste, vous n'irez nulle part. Et je rappelle qu'en 2011, et c'est scandaleux, 80% des livres scolaires, pour ne pas dire des livres tout court, sont importés. Vous croyez que ces gens-là, ces livres-là, c'est pour vous? Prenez le théorème de Pythagore, n'est-ce pas? Nous tous, on a appris ça à l'école. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Quel mensonge! Est-ce que c'est Thalès, est-ce que c'est Pythagore? Ce sont des gens qui sont venus en Afrique. Dites-nous ça, expliquez-nous ça. Mais oui, ce sont des gens qui sont venus en Afrique et qui ont appris pendant plus de 30 ans, pour certains, qui ont appris, comme nous, aujourd'hui, on envoie nos enfants faire les études aux États-Unis, en France, etc. À l'époque, c'est eux qui envoyaient leurs enfants ici. Pythagore et Thalès sont venus ici, ils ont appris des choses que nous, on appliquait depuis 3000 ans. Et maintenant, l'enfant camerounais, lui, il va apprendre que le théorème de Pythagore. Mais quand même, il faut arrêter ces bêtises. Et moi, je le dis en tant qu'homme de science, professeur de rang magistral, il faut arrêter ça, et urgemment. Alors, aujourd'hui, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à votre niveau, pour transmettre tout ce que vous savez sur cette richesse culturelle et scientifique africaine aux générations qui suivent. Parce que je reviens sur le fait que vous dispensez quand même des cours dans des universités européennes, et il ne me semble pas que quand vous arrivez là-bas, vous leur tenez le discours que vous nous tenez ce soir. Moi, Koumandoumé, mes étudiants à Lyon 2, mes étudiants à l'université de Berlin, bon, Lyon 2 c'est vieux, parce que j'ai quitté Lyon 2 en 1979. Hein, c'est en 1979 que j'ai quitté Lyon 2 pour intégrer l'université de Yaoundé 1. À l'époque, c'était l'université de Yaoundé tout court. Bon, mais j'ai quand même enseigné pendant 10 ans à l'université de Berlin. Mes étudiants à l'université de Berlin, je vous assure, on peut dire que ceux qui ont brillé sont, entre guillemets, plus africains que des Africains, pour rire un peu. Si vous allez sur le site internet d'Afrique à venir d'aujourd'hui, le site d'internet d'Afrique à venir, ce sont mes anciens étudiants allemands qui gèrent ce site internet. Et quand vous allez là-bas, vous ne pouvez pas vous imaginer que ce sont des Blancs qui gèrent un site internet comme ça. Donc, pour moi, le problème n'est même pas, il ne s'agit pas de l'Afrique en tant que telle. Il s'agit de la vérité scientifique. Et il s'agit, si vous voulez, d'un déclic qu'il faut pour l'humanité. Mais, s'il vous plaît, je crois qu'il y a des choses... Non, il faut qu'on arrête le mensonge au niveau scientifique. Parce que ce que Paul Mahel dit là, c'est très, très important. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que, bon, disons que cette terre qui a, c'était comme un seul continent, mais qu'il y a 135 000 années, disons que les continents se sont séparés, et le continent africain, n'est-ce pas, s'est formé depuis 100 millions d'années. Mais la chose la plus importante, et que vraiment, où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'être humain tel que nous sommes là, qu'on appelle le Homo sapiens, existe depuis 150 000 ans. Mais il était noir, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de jaune. Et les blancs, on a commencé à avoir des blancs il y a à peine 22 000 ans. Mais quand un Africain lit sa Bible, il dit que Adam et Ève croient que c'est un blanc, ils voient que c'est un blanc. Oh, l'humanité entière était noire jusqu'à il y a à peine 30 000 ans, 22 000 ans. Mais est-ce qu'on apprend ça? Vous apprenez ça dans vos écoles? Votre problème, c'est quoi? Votre problème avec les races, c'est quoi? Parce que depuis... C'est pas un problème de race. Il paraît Prince que dans les prochaines années également, l'humanité sera toute bleue. Bleu, je ne sais pas, je ne connais pas cette théorie-là. Mais le problème, c'était le problème des migrations. Oui. Puisque, si vous voulez, c'est l'Afrique qui avait le climat qui permettait à l'être humain d'être vivant. Bon, et dans les autres, c'était les glaces. On ne pouvait pas vivre là-bas. Donc, ce n'est pas les migrations que les couleurs de peau ont changé. Bon, il y a des théoriciens, c'est-à-dire qui travaillent là-dessus. Mon problème n'est pas un problème de race. Mon problème, c'est un problème de falsification de l'histoire.
et que cette falsification de l'histoire est enseignée. Et moi je dis non, nos présidents de la République, dans les pays africains, doivent prendre leurs responsabilités. Parce que c'est ce que j'appelle moi, il faut qu'on arrête le génocide intellectuel. Mais la faute également aux professeurs d'université, parce que si le travail n'est pas bien fait à la base avec les élèves, on suppose quand même qu'à l'université, les anciens de rang magistral comme vous vont procéder à la reconstruction des consciences. Cela pourrait se faire. Est-ce que vous le dites à vos collègues enseignants qu'à l'université, qu'il y ait ce discours et que la reconstruction s'opère? Bon, d'abord, je crois que bon, ce que moi je dis là, je le dis dans mes cours tous les jours, hein, oui. Que ce soit à Yaoundé, à Berlin ou n'importe où, parce que, encore une fois, ce n'est pas un problème de l'Afrique, c'est un problème de l'humanité entière, qu'il faut arrêter cette falsification pour qu'on voit comment, c'est-à-dire on peut redémarrer, parce que tout ça, c'est ça qui entraîne aussi le sous-développement. Hein. Donc moi je dis qu'au niveau de l'université, c'est vrai, vous avez des conférences, etc., mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que Cheikh Anta Diop à Dakar ait fait telle ou telle découverte. Ça ne suffit pas que moi ici, il faut que les hommes politiques, les présidents de la République des pays africains prennent conscience que, mais on nous a fourvoyés et que pour un vrai développement, pour qu'on démarre vraiment, il faut d'abord qu'on s'assoie sur notre savoir. Parce que le savoir était africain. Pendant des millénaires, le savoir, parce que les gens s'arrêtent à l'Égypte ancienne, antique, mais l'Égypte antique, ce n'est que 5000 ans. Moi, je vous dis, ça fait depuis 150 000 ans que le noir, n'est-ce pas, a fait asseoir son savoir. Bon, je vais vous donner un exemple encore, excusez-moi, parce qu'il faut être concret dans ces choses-là. On parle des mathématiques. Hein? Le petit enfant apprend les mathématiques à l'école, etc. Mais ce qu'on appelle l'os d'Ishango, on a découvert l'os d'Ishango à côté du lac Albert au Congo démocratique. Un os où il y a 22 000 ans, il y a les formules mathématiques les plus anciennes. Aujourd'hui, vous avez une statue à Bruxelles pour célébrer l'os d'Ishango. Où est-ce que vous célébrez ça ici au Cameroun? Le savoir africain, où est-ce que vous célébrez ça? Il est urgent qu'on change le cap. Professeur, on va revenir à ce qui fait un peu l'actualité. Voici votre tout dernier livre. On va le tenir. Qui s'appelle 50 ans déjà, quand cessera enfin votre indépendance là. Est-ce que ce livre, vous le vouliez un peu comme le son de cloche nationaliste, panafricaniste, pendant les célébrations des cinquantenaires? Un son de cloche qu'on n'a pas beaucoup entendu. Hein? Mais ce n'est pas une histoire de son de cloche. Est-ce que vous êtes indépendant? Au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes indépendant? On a célébré les indépendances. Mais nous avons... On célèbre n'importe quoi. Pourquoi on n'a pas dit quand ce sera votre dépendance là? Non, quand ce sera votre indépendance là. Ce n'est pas une indépendance. Cette indépendance là que De Gaulle a donnée là, c'est pas pour ça que les Oumyobé sont morts. C'est pas pour cette indépendance que les Oumyobé sont morts. C'est pas pour cette indépendance que les Wandji ont été pendus. C'est quelle indépendance? La souveraineté des peuples africains. Pour que l'Afrique soit assise sur son savoir. Et pour que les ressources naturelles africaines soient d'abord utilisées par les Africains. Est-ce que c'est une indépendance là? Mais je dis, hein, vous pouvez vraiment déterminer ce que vous voulez faire dans votre pays sans que M. Sarkozy vous dise non, attention là. Il faut arrêter ça. Dans cet ouvrage, vous parlez également de solidarité entre les peuples, entre les nations en Afrique. Est-ce que c'est véritablement possible en Afrique? Bon, moi, j'ai toujours dit ceci. Je pense sincèrement à... Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand j'ai eu 24, le jour où j'ai eu 24 ans, ce que j'ai décidé, moi, attendez, parce que vraiment... Non, il faut arrêter. Ne vous fâchez pas. Non, je ne me fâche pas, mais on nous a trop tués. Vous voyez, j'ai écrit ça le jour où j'ai eu 24 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, Koumandou, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie à l'âge de 24 ans? Je n'étais pas ici, j'étais à Lyon, en France. Et j'ai dit ceci, parce que vous parlez de l'Afrique.
Pour moi, je confonds le sens de ma vie au sort de l'Afrique. À cette personnalité que je voudrais ajouter à l'humanité. J'ai peur que cela ne soit une confusion réelle et peut-être une excuse qui m'éviterait une réflexion profonde. Et pourtant, je ne peux jusqu'à l'heure actuelle attribuer un autre sens à ma vie que celui qui mène à la libération totale de tout le peuple africain, au respect de la dignité de l'homme noir et par tout ce processus à un apport personnel à l'humanité. Et quand je dis libération totale, ça veut dire aussi unité, unification de l'Afrique. C'est pour ça que moi je lance un appel, encore une fois, au président de la République du Cameroun et au président de la République des autres pays de ce continent. S'il vous plaît, créez un ministère chargé de l'unification de l'Afrique et de l'intégration sous-régionale. Ça veut dire que tout le combat qui est mené dans le cadre aujourd'hui, par exemple l'Union africaine, vous le bottez en touche. Mais l'Union africaine a beaucoup de problèmes. C'est le combat de l'Union africaine. Disons que c'est le combat depuis les pères comme Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié d'Éthiopie. C'est ça en réalité, mais nous n'avons pas réussi, vous savez, parce que les autres n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique s'unisse. Ça soyez-en sûrs. Hein? Les autres ne veulent pas que l'Afrique s'unisse. Parce que le jour où l'Afrique va s'unir, nous sommes déjà aujourd'hui, en 2011, nous sommes plus d'1 milliard. Imaginez-vous ce milliard d'Africains maintenant avec un gouvernement fédéral ou central. Mais les autres vont encore pouvoir faire comment? Pour pouvoir venir et prendre ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est ça l'enjeu. Et vraiment, moi, professeur, quand vous observez, comme c'est dans dernier, que l'Union africaine montre une vraie réticence à suivre le temps dans son expédition en Libye, est-ce que pour vous c'est un espoir ou alors simplement un syndicat de chefs d'État qui vient au secours de l'un d'entre eux en difficulté? Vous savez, non. Il faut lire l'histoire. En 1884, les Européens se sont réunis à Berlin. En réalité, il s'agissait de quoi? Ils disaient il fallait que sur le fleuve Congo on puisse... En réalité, en 1884, ils ont réuni leurs forces pour orienter cette agression contre l'Afrique. Parce qu'ils se sont dit, si chacun va en rang dispersé, ils ne vont jamais maîtriser l'Afrique. Or, ils ont besoin de toutes ces matières premières africaines-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en Libye? Ce qui est bizarre, c'est que c'est encore à Berlin que l'OTAN s'est réuni pour encore unifier leurs forces, pour agresser. Mais c'est scandaleux. Ils nous parlent de liberté. Vous avez depuis quand est-ce que les Européens se sont souciés du sort des Africains pour venir sauver les Africains? Donc, quand il faut que... C'est-à-dire qu'on décrypte le langage. En 1884, ils disaient que c'est pour nous apporter la civilisation. C'est pas ce qu'on disait. Ils nous ont apporté la civilisation jusqu'aujourd'hui. Ils nous ont déviés de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il s'agit de prendre nos ressources, quelles que soient. C'est ça qu'on fait en Libye. Il faut absolument qu'ils maîtrisent, parce que, vous savez, il faut que les Africains sachent lire ce qui est en train de se passer. Quand un pays africain est déjà très grand, il faut le fragiliser, il faut essayer de couper. On a vu ce qui s'est passé au Soudan. Le Soudan était trop grand, il fallait couper. Ben, la Libye, maintenant, avec toutes ces richesses-là aussi, il faut déstabiliser. Et c'est pour ça que je dis, quand ce sera enfin votre indépendance-là, et l'union de l'Afrique, c'est une urgence. Si on veut donner une chance à nos enfants, l'unification de l'Afrique est une urgence. Comment peut-on faire pour que cette Afrique s'unisse entièrement? Mais il faut d'abord que le génocide intellectuel et spirituel cesse, parce que on ne nous a pas seulement génocidé au niveau intellectuel, mais aussi spirituel. C'est qu'il ne faut pas que vous soyez vous-même. Donc il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre cela. N'est-ce pas que il faut comprendre que, mais en réalité... Comment cesser le génocide intellectuel? Est-ce qu'il faudrait revoir les programmes d'enseignement dans les écoles à la base? Est-ce que c'est comme ça qu'on cesse ce génocide? Absolument, il faut revoir ça. Que quand l'enfant voit ce qu'on appelle le théorème de Pythagore ou de Thalès, etc., qu'on enlève d'abord ces noms-là et qu'on mette les noms des vrais inventeurs de ces théorèmes-là. Peut-être également en vulgarisant les langues nationales, parce qu'elles sont vouées au périssement. Mais les langues nationales, c'est l'âme d'un peuple. Oui.
Et vous ne pouvez pas vous développer avec l'âme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est absolument impossible. Ça veut dire que vous préconisez quoi? Qu'au Cameroun, par exemple, qu'on commence à enseigner les 250, 200, 300 langues que nous avons à l'école aux enfants, comment est-ce qu'on va faire pour choisir l'une de ces langues et qu'elle devienne la langue que tout le monde va utiliser? Nende douala wana, nyanje télévision et ma baisse, non pas mieux dit na douala. Nende douala. Parce que nous nous adressons à un public relativement large qui n'est pas constitué que des gens originaires des berges du Vouri. Je dis, est-ce que en France, vous croyez que le français qu'on parle là aujourd'hui, c'est ça qu'on parlait en France? C'est pas ça qu'on parlait en France. Il a fallu que des gens comme Napoléon prennent une décision que c'est ce français-là que tout le monde va parler. C'est ce qui s'est passé. Quand vous prenez la langue allemande qu'on parle aujourd'hui, est-ce que c'est ça qu'on parlait? C'est pas ça. La langue qu'on va choisir. Mais ce sont des processus politiques, il faut des volontés politiques et des décisions politiques. Moi, je ne dis pas que au Cameroun, il faut seulement parler là. Nous sommes riches. Et quand on a une richesse, il faut utiliser cette richesse-là. Moi, quand j'étais enfant, j'ai vu que quand des Douala allaient à Ebolova, parce qu'ils étaient affectés là-bas, après 1, 2, 3 ans, les enfants revenaient et parlaient déjà boulot. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on a institutionnalisé une espèce d'unification qu'il faut seulement... C'est la pauvre. C'est quand vous parlez une seule langue, vous êtes pauvre. Parlez 2, 3. Moi, je parle allemand, j'écris, vous voyez, non, j'écris le livre en allemand, en français, en anglais, en douala. Je suis riche. Mais vous voulez que ce soit une seule langue? Vous ne faites pas en Djouba, par exemple. Mais parce que l'infrastructure ici ne nous le permet pas. Oh, c'est ça qu'il faut. Mais c'est pas une question de volonté. Est-ce que vous avez de la volonté déjà? Moi, Kouma Doumbé, oui. Oh là là, j'ai cette volonté. Et c'est pour ça que j'ai fondé Afrique à venir. Et quand vous... Je me rappelle encore, en 1980, et Stéphane Tchakam était là, en 1997. La Fondation Afrique à venir a organisé un concours de langue. Et nous avons invité plusieurs lycées. Il y a 15 lycées avec 1500 élèves qui ont participé à ce concours. Et chaque enfant faisait le concours dans sa langue. Tu es Fulbe, tu